pudeur, elle n'est pas là pour... Enfin, voilà, c'est pas cacher quelque chose qui serait honteux, hein, c'est protéger quelque chose qui est intime et précieux. Il y a moyen d'accompagner nos enfants vraiment, hein, et il faut qu'ils sentent, qu'ils puissent, voilà, que leurs questions seront toujours entendues, qu'il n'y a pas de mauvaises questions, même si c'est une question qui nous dérange. C'est beau d'être amoureux, ça dit combien nous sommes faits pour l'amour. Hommes et femmes, nous sommes faits pour aimer et être aimés. Et notre corps, avec cette espèce de pulsion de vie, nous dit ça. Mais en même temps, cette pulsion de vie, ce désir de l'un et de l'autre, eh bien, il faut apprendre à le canaliser. Il faut apprendre à l'orienter. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette conférence en ligne d'Urasso. Vous êtes tous les bienvenus. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée d'Urasso, et je suis en compagnie de Clotilde Bénet. Bonsoir Clotilde. Bonsoir Delphine, bonsoir tout le monde. Alors, un petit mot sur le RASSO, qui est donc l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Cette association accompagne chacun dans la fidélité à sa promesse scout. On l'ait prononcée il y a 2, 10, 20 ans et plus. Elle a aussi pour mission de faire rayonner le scoutisme dans la société et de soutenir le développement des guides et scouts d'Europe, voilà, de soutenir la mission de l'association des guides et scouts d'Europe. Et c'est ce que nous allons faire notamment ce soir avec ce beau sujet de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Donc, nous avons intitulé cette conférence « Oser en parler, l'éducation affective commence à la maison ». Alors, pourquoi nous voulions parler de ce sujet-là ? Tout d'abord parce que ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants, bien évidemment, que le scoutisme est un mouvement de coéducation avec les parents, avec les familles. Et puis, à l'approche des camps d'été qui arrivent dans quelques semaines, nous nous disions que c'était un sujet important, essentiel, mais qu'il n'est pas facile forcément d'aborder en tant que parent avec ses enfants. Alors, pour cela, nous avons Clotilde qui est avec nous, qui va nous donner justement quelques repères. Alors, pour vous présenter Clotilde, vous êtes médecin et sexologue. Vous intervenez régulièrement dans les établissements scolaires sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et vous faites partie également de l'équipe Grandir et Aimer, qui est une initiative des AFC, les associations familiales catholiques, pour former des adultes à l'EARS. Donc, on va parler justement d'EARS quand on parle d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. C'est un petit peu plus court. Et donc, cette initiative de Grandir et Aimer permet d'apporter de bons outils pour les éducateurs, les formateurs. Alors, je précise que cette conférence est en partenariat avec les AFC, les associations familiales catholiques, que je remercie de nous avoir aidés pour mener cette conférence. Je précise également que cette conférence a été annoncée dans le tout nouveau numéro du magazine de la petite revue des parents qui s'appelle la revue Coéduquer, que les parents des guides et scouts d'Europe viennent de recevoir il y a quelques jours dans leur boîte aux lettres. Donc, je pense que vous êtes assez nombreux à être des parents des jeunes dans dans l'association des guides et scouts d'Europe. Vous n'êtes peut-être pas anciens, mais voilà, vous êtes parents. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de chefs et cheftaines qui nous écoutent. Je vous remercie d'être présents ce soir. C'est précieux pour les jeunes, pour les enfants, que vous puissiez avoir quelques repères, vous aussi. Je précise également que des membres de la commission Saint-Nicolas, qui est la commission des guides et scouts d'Europe pour la protection des mineurs, des membres de la commission sont ici ce soir et pourront éventuellement répondre à vos questions en fin de conférence si vous le souhaitez. Cette commission a notamment pour rôle de former les chefs et cheftaines sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle et sur la protection des mineurs. Voilà pour l'introduction. Alors, la conférence va se dérouler de la manière suivante. Il va y avoir un petit dialogue entre Clotilde et moi-même sur ces questions pour pouvoir vous donner des repères essentiels. Et vous aurez la possibilité, à la fin du topo, de poser également vos questions. J'animerai ce petit temps de questions et réponses et Clotilde pourra y répondre. N'hésitez pas à poser vos questions dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Pour cela, vous avez un petit onglet qui s'appelle questions et réponses Q&A en bas de votre écran. Vous avez également le chat que je vais ouvrir pour que vous puissiez justement poser vos questions. Voilà, ça y est, normalement, c'est ouvert. Et je vérifierai bien les deux onglets pour qu'on puisse bien suivre vos questions.
Voilà pour l'introduction. Donc, nous allons démarrer. Et je vais démarrer en mettant, entre guillemets, les pieds dans le plat dès le début, puisque on sait que c'est un sujet qui est un petit peu délicat, qui est parfois difficile en tant que parent à aborder avec nos enfants. Et donc, la première question, c'est justement pourquoi est-ce si difficile en tant que parent d'aborder ce sujet-là? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui se joue en nous? Et parfois, qu'est-ce qui se joue aussi dans la relation avec nos enfants? Voilà, on va essayer déjà de un petit peu dédramatiser le sujet. Je vous Oui, écoute, Mathilde. oui, c'est vrai que c'est important de le dédramatiser, hein. On est dans un monde de la performance et quelquefois les parents se disent: je ne suis pas spécialiste sur le sujet, c'est donc pas à moi d'en parler. Et pourtant, c'est vraiment aux parents de prendre la parole les premiers sur ce sujet. D'ailleurs, souvent, ils le font même à leur insu, hein, mais il faut aussi être très conscient que si on se tait complètement, le silence, hein, sur ces sujets, eh ben ça dit beaucoup de choses à nos enfants. Alors pourquoi il y a cette peur, hein, chez beaucoup de parents? Je l'entends encore beaucoup aujourd'hui, alors qu'on pourrait imaginer que la sexualité n'est plus un tabou dans notre société extrêmement libérée. Alors je pense que déjà, évidemment, on est dans des sujets qui touchent à l'intime, donc ça nous renvoie à ce qu'on a reçu ou pas reçu, ça nous renvoie à notre histoire qui peut avoir porté des blessures, des choses un peu douloureuses. Et donc il y a tout ça qui se mêle, il y a la peur, souvent les parents ont peur d'en dire trop, que ce soit pas au bon moment, etc. Hein, souvent on dit à grandir et aimer, il vaut mieux un peu trop tôt que trop tard, et il vaut mieux trop tard que pas du tout, hein. Donc là où vous en êtes, on peut toujours commencer. Et puis il y a voilà, il y a cette réalité qu'il y a beaucoup de sujets qui sont, on va dire, les sujets qui fâchent, hein, très actuels, dont on entend beaucoup parler ou auxquels on est confronté dans nos familles, dans nos amis, chez nos amis, etc. Des sujets aussi variés que le divorce, l'avortement, la pornographie, la question du genre, etc. Et que finalement, on a l'impression que si on ouvre, si on met des mots sur certaines choses, eh bien, c'est comme si on allait les faire exister et arriver dans notre famille. Voilà. Donc, bien sûr, il y a une progression, hein, dans notre façon de nous adresser à nos enfants, mais c'est très intéressant pour chacun de nous de nous interroger sur ces peurs et de veiller, quand on aborde tous ces sujets avec nos enfants, à ne pas leur transmettre nos peurs, hein. Parce que c'est d'abord un sujet qui doit être source d'émerveillement, hein. La sexualité en soi, elle est bonne, hein. L'amour, c'est beau, la vie, c'est formidable. Et du coup, voilà, il faut s'interroger sur nos peurs pour pouvoir les mettre de côté et ne pas euh, marquer trop nos échanges avec les enfants de ces peurs, parce que sinon on risque d'être dans quelque chose où où finalement on est dans l'interdit, dans poser des choses très raides, alors qu'on a vraiment quelque chose à transmettre qui va être de l'ordre de l'émerveillement et d'une vision positive, hein, de l'amour et de la sexualité. Merci beaucoup, Clotilde. Alors voilà, on a vu que c'était pas évident pour différentes raisons, mais que c'était essentiel en effet d'en parler. Et justement, alors pourquoi est-ce si essentiel en tant que parent d'initier cette éducation à la maison? Alors, derrière l'éducation affective, relationnelle, sexuelle, il y a finalement la question de l'éducation en général, hein, c'est évident, c'est un pan de l'éducation. Finalement, c'est l'éducation à l'amour, hein. Aimer, ça s'apprend, et ça s'apprend à la maison, ça s'apprend déjà au travers du témoignage qui va nous être donné comme enfant par nos parents. Et puis, en fait, avec cette éducation affective, il y a énormément de valeurs importantes qu'on peut transmettre, donc c'est drôlement chouette. Comme parents, on a vraiment comme mission d'accompagner nos enfants sur un chemin de bonheur, d'accompagner leur croissance, de leur permettre de prendre confiance en eux, et vraiment avec cet objectif, hein, qu'ils puissent se déployer et puis apprendre à aimer, être capable un jour de s'engager. Quelque part, c'est le pape François qui disait que l'éducation affective, c'est comme un peu de la préparation au mariage, hein. Et au départ, ça va être distillé dans le quotidien, hein. Un tout petit, il a déjà des questions, il y a des sujets, on verra, qu'on aborde très jeune. Et comme parents aussi, on a comme devoir de répondre aux besoins essentiels de nos enfants.
Hein, le premier besoin, bien sûr, c'est d'être aimé, de se sentir aimé, mais aussi c'est de répondre, voilà, typiquement pour un enfant qui est curieux, qui a besoin de comprendre, c'est de répondre à des questions essentielles qui vont lui permettre de se construire, d'où je viens, pourquoi je suis là. C'est de le rassurer aussi au moment des grands changements, de la puberté par exemple, c'est de l'accompagner quand il est ado et qu'il perd un peu tous ses repères, d'être là, voilà, pour pouvoir échanger avec lui et l'accompagner dans ses relations avec ses pairs, etc. Donc oui, c'est essentiel bien sûr, on peut se faire aider d'autres personnes, mais au départ, c'est vraiment aux parents de transmettre quelque chose. C'est de leur ressort. Mhm. Très clair. Alors, peut-être pour bien reposer un peu les choses, est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous expliquer ce qu'on entend exactement par éducation affective, relationnelle et sexuelle? Et notamment, voilà, nous dire que c'est pas seulement la dimension sexuelle qui est abordée, mais c'est que c'est un tout. Et que, voilà, qu'est-ce que ça recouvre de manière assez large? Donc voilà, vraiment l'idée, c'est d'accompagner nos enfants, hein, et nos jeunes en apportant une vision qui soit unifiée, hein, signifiante et heureuse de l'amour et de la sexualité. Unifiée, ça veut dire que la sexualité, ben, ça ne concerne pas seulement le corps et l'appareil génital, hein, la sexualité, ça concerne toute la personne humaine, son corps, son cœur, son intelligence, son âme, etc. Hein. Tous ces domaines sont impliqués, sachant que le corps, ça c'est toute la merveille de Jean-Paul II avec la théologie du corps. Le corps, c'est moi, mon corps, c'est moi. Hein. Aujourd'hui, on entend beaucoup mon corps est à moi comme quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Mon corps, c'est ce qui me permet d'être avec l'autre, d'être en relation dans le monde et de pouvoir me donner. Donc voilà, toute cette vision-là, elle est importante, signifiante, donc porteuse de sens. On a vraiment la chance, hein, au sein de l'Église qu'il nous ait été rappelé ces dernières années, hein, que la sexualité, elle a deux grandes significations, qui bien sûr après on peut affiner, mais bien sûr de donner la vie, hein, c'est ce qui permet de donner la vie, mais c'est aussi, hein, ce qui permet vraiment d'unir l'homme et la femme dans un amour exclusif et entier, dans un don total d'eux-mêmes, hein, ce don des corps qui vient exprimer le don des cœurs et le don de leur personne. Donc il y a vraiment ces deux grandes significations. Le plaisir, c'est pas ce qui donne du sens à la sexualité, c'est quelque part la marque, c'est quelque chose de bon et de beau, mais en soi, ce n'est pas ce qui donne du sens. Hein. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour nos enfants qui puissent vraiment percevoir cette signification voilà, parce que c'est aussi ce qui permettra qu'ils le vivent avec respect. Voilà, donc signifiante et heureuse. Donc voilà, l'idée, hein, c'est vraiment de s'émerveiller. Donc il y a chez l'enfant à l'âge primaire, eh bien, c'est vrai qu'il a besoin d'entendre qu'on réponde à ces questions, d'où je viens, avec toute la question de la transmission de la vie. Hein, ça, c'est très important, qu'il puisse savoir comment on fait les bébés, hein, concrètement. C'est dans les années primaires, mais parfois, il y a déjà des petites choses qui auront été nommées quand il est en maternelle, parce que voilà, déjà, il découvre son corps de petit garçon, son corps de petite fille, hein, et déjà, on va dans la façon de parler, de nommer les choses, de respecter, enfin, voilà, d'inviter petit à petit à découvrir la notion d'intimité et de respect. Hein, ça, c'est très important. Et puis, à l'âge primaire, on va préparer l'enfant à ce passage qui est tellement important et bouleversant de la puberté. Hein. Donc ça, on ne le fait pas au moment où ça arrive, on le fait déjà, on l'anticipe, parce que l'enfant, il est intelligent, il voit ce qui se passe autour de lui, il voit ses grands frères, ses grandes sœurs. Dans le scoutisme, il voit les plus grands. Quand on part à son camp de Louvette, à son premier camp de Louvette, c'est drôlement chouette d'avoir été prévenu par sa maman de ce qui arrivera un jour avec les règles, parce que sinon on va l'apprendre avec les copines Louvette. C'est pas grave, mais c'est encore mieux de savoir par sa maman avec les bons mots, les mots justes, etc. Après, il y a tout l'aspect, ça recouvre beaucoup de choses, hein, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Alors là, je vous donne quelques repères, mais donc il y a toute la question de la pudeur, de l'apprentissage de la pudeur et du respect. Hein, ça, c'est vrai qu'à 7-8 ans, il y a une pudeur naturelle qui s'installe, mais parfois il faut un petit peu aider l'enfant et qu'il comprenne que la pudeur, elle n'est pas là
pour enfin voilà, c'est pas cacher quelque chose qui serait honteux, hein, c'est protéger quelque chose qui est intime et précieux. C'est très important ça, et que l'enfant n'ait pas une vision honteuse du corps et de l'intimité, mais quelque chose qui est précieux, qui a du sens, parce que c'est ce qui permettra un jour peut-être de donner la vie et un jour peut-être d'aimer dans un don exclusif à l'autre. Voilà. Il y a toute la question de l'altérité qui est importante dans nos familles. Voilà, comment est-ce qu'on regarde chacun de nos enfants? Est-ce que chacun de nos enfants est quelqu'un d'unique, de précieux, d'irremplaçable? Hein, que l'enfant perçoive combien chacun de nous est infiniment digne, infiniment respectable dans notre façon de parler, dans notre façon aussi de considérer chaque enfant, hein, avec ses talents qui lui sont propres, ses qualités, etc. Cette notion d'altérité, hein, l'autre voilà, qui mérite un infini respect, un regard positif, c'est très important pour toute la question du respect, hein. Voilà, avec la pudeur, il y a toute la notion du respect, de l'intimité, enfin, du respect de l'intimité, avec des règles de sécurité corporelle, on pourra en reparler, qu'il faut apprendre à l'enfant assez tôt, hein. Il y a des choses, en maternelle, il faut expliquer à un enfant que les parties intimes, on ne les montre pas à ses camarades, on ne leur demande pas de montrer, non pas parce que c'est honteux, mais c'est ainsi dans notre culture, c'est précieux et on ne le montre pas. Si l'enfant a besoin d'entendre certains interdits, certaines choses qui se font pas, hein. Et puis, c'est aussi ce qui va le protéger quand on donnera des règles qui sont claires, hein, par rapport à l'intimité. Et puis, il y a toute la question aussi de l'éducation au don, à l'engagement. Alors là, dans le scoutisme, vous êtes des pros, donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, hein, mais c'est vrai que, et ça, vous voyez bien que c'est pas dans des discours, mais c'est aussi dans notre façon d'accompagner nos enfants dans leurs activités scouts, dans leur activité de sport, la façon dont on tient un engagement, etc. Dans la façon dont on valorise aussi ce qui est donné, qui apporte de la joie, qui fatigue, qui coûte, qui nous fait sortir de notre zone de confort, mais qui en même temps me fait grandir, etc. Donc tout ça, ça s'accompagne voilà, dans la vie quotidienne de la famille, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc, vous voyez, il y a vraiment, il y a des choses à dire, il y a des connaissances à transmettre. En fait, il faut permettre à l'enfant de se connaître dans son corps, mais aussi dans ses émotions, hein, ça aussi, c'est important. Avec la puberté, on va avoir on va pouvoir échanger avec eux sur les relations garçon-fille, la question de l'attirance, la question des gestes, hein. Et je vous ai dit tout à l'heure, mon corps, c'est moi. Et donc, tous les gestes que je pose vis-à-vis de l'autre engagent ma personne et engagent la personne de l'autre, hein. Ça, c'est important à signifier. Les gestes ne sont pas anodins, hein. C'est valable dans le domaine de la vie affective, dans la façon dont on manifeste notre affection, notre tendresse, etc. Mais c'est valable aussi dans le jeu, un peu pour les enfants, etc. Hein, voilà, dans le respect, je n'ai pas parlé, mais à l'âge primaire, les enfants donc, sont très conscients de leurs différences garçons et filles, et ça peut être source de moquerie, ça peut être source de grossièreté aussi. Donc voilà, le respect, c'est aussi apprendre à bien parler, à bien se parler les uns et les autres, et à ne pas se moquer. Ça, c'est des choses qui seront valables derrière. C'est quelque chose qui est très impressionnant aujourd'hui, les grossièretés qui circulent dans les cours de récréation et dans toutes les écoles, qu'elles soient. Voilà. Personne n'est protégé. Donc là, on a des choses à dire à nos enfants. Puis quand ça revient à la maison, on en parle avec eux au lieu de les gronder, hein. On demande, mais où est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que tu mesures ce que tu dis? Enfin voilà, tu vois, on peut parler autrement, etc. Hein, quand il y a des choses, des comportements qui nous agressent de nos enfants, toujours avant je dirais, de se crisper et de gronder, il faut essayer de comprendre, hein. Au moment de l'âge primaire, certains comportements qui peuvent nous choquer, c'est pas, voilà, ça doit nous interroger, hein. Et à ce moment-là, il est bon d'avoir une discussion avec nos enfants. C'est un peu foutraque, mais non, mais c'est bien. Ça montre que justement, c'est très vaste. c'est large. On va traiter un certain nombre de sujets par la suite. Peut-être une autre question pour qu'on puisse réaborder sous un autre angle de quoi parle-t-on? Et notamment, voilà, à quel âge commence-t-on et quels sont les sujets que l'on aborde justement parce que, voilà,
tout ne se dit pas à n'importe quel âge, où tout ne se dit pas de la même manière, de manière aussi précise, développée, etc. Et puis, voilà, il y a l'âge, il y a les sujets et la façon dont on aborde les sujets selon l'âge. Et puis peut-être aussi, voilà, qui en parle? Est-ce que c'est plutôt papa? Est-ce que c'est plutôt maman? Est-ce que la réponse change quand c'est une fille ou un garçon ou quand justement l'âge est différent? Voilà, quelques points de repère un petit peu concrets. On va commencer à jalonner Oui. pour pouvoir accompagner concrètement de plus en plus les parents éducateurs qui nous écoutent. Alors déjà, c'est vrai que ça commence tôt. Alors vous allez me dire, oh là là, mais on ne dit pas des choses très compliquées d'emblée. On répond, voilà, un petit enfant de 2 3 ans qui voit sa maman qui attend un petit bébé et qui a un gros ventre. Et ben déjà, déjà qu'on puisse en parler, s'en réjouir, parler à ce bébé, le faire exister, s'émerveiller de la vie qui arrive et du... Voilà, déjà, c'est de l'éducation affective. Donc, il y a déjà, voilà. Et puis chez le petit, souvent, c'est la maman qui est plus près, mais le papa aussi. Et c'est complètement égal, et l'un et l'autre, hein, quand au moment du bain, ben, oui, on commence à nommer, par exemple, les organes génitaux, hein, nommer le corps, etc. Donc, j'ai déjà dit un petit mot sur la question de l'intimité et du respect du corps et la façon dont on utilise des mots justes et dont on donne voilà, quelques règles autour de l'intimité. Voilà, sachant que chez le petit, il n'y a pas besoin de dire des choses qui l'effraient, hein, c'est juste des petits repères. Donc avec l'arrivée de la pudeur, souvent il y a beaucoup plus de questions aussi hein, chez l'enfant qui commence, enfin voilà, au niveau de... Normalement, 6 10 ans, l'enfant n'est pas trop préoccupé encore. Enfin, il est dans ce qu'on appelle une phase de latence où il est extrêmement disponible à l'apprentissage. Hein, et il se pose énormément de questions. Vous avez des enfants ou les uns et les autres, vous travaillez avec des enfants. Un enfant de 6 10 ans, c'est extrêmement curieux. Donc, il a vraiment besoin là qu'on mette des mots un petit peu plus précis hein, sur les différents organes, leurs fonctions, voilà, et puis comment on fait les bébés concrètement, hein, qu'on puisse le dire. C'est vrai qu'à partir de 6 7 8 ans, c'est tout à fait normal hein, que l'enfant sache voilà, qu'il ait vraiment des paroles précises sur la transmission de la vie. Voilà. Dans ces années-là, et vers peut-être un peu plus la fin de primaire, mais je dirais milieu, parce que maintenant les enfants sont quand même assez précoces. Il y a beaucoup de petites jeunes filles qui sont réglées en fin de primaire. Eh bien, on va expliquer ce qui se passe au moment de la puberté. Et là, je trouve que c'est vraiment très intéressant que le papa prenne la parole avec son fils et que la maman prenne la parole de façon précise avec sa fille, en expliquant vraiment le cycle féminin. Voilà, alors l'un et l'autre peuvent compléter, mais c'est sûr que souvent les femmes ont un peu plus de facilité à aborder, souvent, mais ça ne veut pas dire tout le monde. Hein. J'ai des exemples où ce n'est pas le cas, des familles où ça n'est pas le cas. Donc c'est vrai que celui qui est plus à l'aise dans la famille prendra peut-être plus souvent la parole ou sera là, voilà, répondra un peu plus aux questions, mais je pense que c'est un cadeau que vous faites à vos enfants, les papas qui s'adressent à leurs fils et les mamans qui s'adressent à leurs filles. Voilà. Et sachant que si on installe comment dire, un dialogue un petit peu plus personnel à deux, un moment un peu privilégié, l'enfant va comprendre aussi que ces sujets-là, c'est des sujets importants qui nécessitent un certain cadre. On est tranquille pour en parler et on pourra reprendre cette conversation euh, quelques années, enfin 1 ou 2 ans plus tard, ou un ou 2 ans plus tard. Et c'est évident que pour un garçon à qui on explique la puberté et qu'on prévient des premières éjaculations nocturnes, que ce soit fait par son père, c'est quand même pas mal. Hein. Il aura des mots voilà, qui seront différents de sa mère. En plus, nos garçons, ils sont quand même beaucoup en milieu scolaire avec des femmes. Donc, je trouve ça vraiment bien que le père prenne sa place. De la même manière, la petite jeune fille, voilà, tout ce qui tourne autour des règles et du cycle féminin, bah, ça sera fait voilà,
de façon plus naturelle par sa mère. Et en plus, c'est vraiment quelque chose qui pourra être pris facilement et puis voir avec elle, voilà, si ça se passe bien, etc., etc. Donc oui, c'est bien. Après, parfois, on me dit, oui, mais moi, dans notre couple, il y en a un des deux, c'est impossible qu'il prenne. Bah, alors, si c'est impossible, l'autre va prendre la parole, hein. Voilà. Et puis, ce qui peut être bien aussi, moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est par exemple, par exemple pour l'âge primaire. Donc, il y a ce bouquin qui est fait qui a été écrit par Laura Bertaille et Pascal Morinière sur donc Lucas et Léa, l'aventure le cours de la vie, qui est très bien fait, qui est un très joli livre. Et par exemple, de prendre ce livre-là et pas de le donner à l'enfant en lui disant t'as qu'à le lire, mais de s'asseoir avec lui et de lire avec lui. Et un père lire un livre avec son fils, c'est pas compliqué, hein, même s'il n'est pas à l'aise sur ces sujets-là. On a vraiment la chance d'avoir des bons outils aujourd'hui, hein. Ou alors que quand on parle de ce sujet-là, si par exemple le père n'est pas du tout à l'aise pour en parler, qu'il puisse être à côté de son épouse, qu'il signifie que c'est un vrai sujet aussi pour lui, hein. Moi, j'entends dans mes consultations parfois des paroles où vraiment c'est débrouille-toi. Ben non, non, hein, voilà, surtout aujourd'hui, on ne peut pas dire ça à nos enfants, hein. Donc voilà, même si on n'est pas à l'aise sur le sujet, il y a moyen d'accompagner nos enfants vraiment, hein, et il faut qu'ils sentent qu'ils puissent, voilà, que leurs questions seront toujours entendues, qu'il n'y a pas de mauvaises questions, même si c'est une question qui nous dérange. Si c'est une question qui nous dérange, eh ben, on lui signifie qu'on a entendu la question, j'ai entendu. Mais évidemment, il y a le petit frère qui est à côté et j'ai pas envie d'y répondre à ce moment-là. Tu vois, on va prendre le temps, voilà, avant que tu te couches, on en reparle. Voilà. On n'attend pas non plus une semaine pour en reparler, hein. Voilà. Non, mais c'est très important ça, hein, nos enfants, voilà. Ou quand il y a un comportement inadapté, c'est pareil, on ne laisse pas passer des semaines, on reprend ça tranquillement, hein. Donc voilà, quand on a installé un dialogue comme ça chez l'enfant, au moment de l'adolescence, ce dialogue, il pourra se poursuivre. Si on n'a jamais ouvert la bouche sur le sujet, démarrer à 14 ou 15 ans, il va vous regarder en disant, mais qu'est-ce qui lui prend, quoi, hein. Voilà, il faut être très conscient qu'un enfant, tout ce que ses parents lui disent, il le boit. L'ado, c'est pas pareil. Mais par contre, s'il a repéré que ses parents, ils étaient quand même assez compétents sur le sujet, qu'ils étaient ouverts, qu'ils n'étaient pas tout le temps avec des paroles cassantes, mais qu'ils étaient à l'écoute, hein, qui entendaient la problématique du jeune et tout ça, et ben peut-être qu'il osera, il saura qu'il peut aller leur poser des questions, hein. Et ça, c'est pour ça que c'est très important de commencer jeune, hein. Après, il faut pas, voilà, faut pas se paniquer si on n'a pas commencé et qu'ils ont 10 ans, mais il faut y aller. Très bien, très Et clair. puis sinon, je vais vous dire, hein, c'est les copains qui s'en chargent. Mm. Et les copains, quand ils s'en chargent, ils n'ont pas les mots respectueux, ils n'ont pas les mots justes. En général, ils le font d'une façon parce qu'eux-mêmes ont été choqués par quelque chose, ils vont le partager ou ils le font sous forme de fanfaronnerie, etc., hein. Et puis, si les copains ne s'en sont pas chargés, ce sera Internet qui s'en chargera, on en reparlera après, et là, c'est vraiment dommage. Exactement. C'est justement, voilà, ça me fait une parfaite transition avec la question suivante. C'est dans quel contexte, voilà, éduquons-nous nos enfants, dans quel contexte vivent nos enfants, quel est aujourd'hui l'environnement relationnel, culturel de nos enfants et de nos ados. On parle en effet de l'école, mais aussi des réseaux sociaux, des écrans, voilà, aussi des groupes scouts, des colonies de vacances, etc., etc. Est-ce que vous avez quelques repères, quelques chiffres clés pour mieux nous faire prendre conscience du contexte dans lequel vivent nos enfants et nos adolescents? Alors, vous en savez sûrement autant que moi, mais je vais vous donner quelques chiffres. Alors, c'est pas pour vous faire peur, parce que ça peut faire peur, hein, les chiffres. Aujourd'hui, les chiffres, ils font peur. Voilà. Mais voilà. Donc, on est dans une société qui est quand même hyper sexualisée. La pornographie, c'est vraiment devenu un phénomène culturel de masse, hein, avec des chiffres qui ont explosé ces dernières années. Alors, je reprends quelques chiffres de l'ARCOM, par exemple. En mai 2023, ils ont sorti voilà, une étude qui est bien faite en France. Donc, 19 à 20 millions d'internautes, tous âges confondus, sur les sites porno, dont
2,3 millions de mineurs. Ça veut dire que 30% des mineurs sont concernés. 9% des mineurs y vont quotidiennement sur un certain nombre de grands sites. On sait que l'âge moyen de la première exposition, c'est 11 ans. Alors, ça ne veut pas dire que l'enfant va forcément y retourner, ça ne veut pas dire qu'en général, c'est une exposition involontaire. Le plus souvent, c'est accidentel, entre guillemets. Et là, on verra que si l'enfant il a été prévenu quand il est en classe primaire, si on lui a dit qu'il est susceptible un jour de tomber sur des images très choquantes ou quelqu'un lui montre des images très, très choquantes de corps qui sont nus, c'est normal que ça le choque. 2, il peut partir, il a intérêt à partir. Et 3, à prévenir quelqu'un, que ça existe, que ça fait du mal et qu'on n'apprend rien avec ces images. Donc, et là, souvent, les parents me disent « Ah non, mais là, vous allez leur donner envie d'aller voir. » En fait, je leur dis « Je ne pense pas que je vais leur donner envie d'aller voir parce que je leur signifie bien combien c'est quelque chose de pénible, de très choquant pour un enfant et pour tout le monde. » Mais encore plus pour un enfant, mais je vais mettre une alerte dans leur cerveau. Et en fait, de toute façon, tellement de jeunes sont concernés aujourd'hui qu'il vaut mieux qu'ils aient cette alerte pour pouvoir réagir. On dit que chez les garçons de 12-13 ans, donc des jeunes scouts, il y en a 51% qui sont concernés par la question de la pornographie. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils y vont tous les jours, mais c'est quand même impressionnant. Voilà, donc on ne peut pas ignorer ça. Il y a aussi la question des écrans. Je regardais, parce que j'étais pas sûre de moi, mais l'âge moyen du premier smartphone, c'est la fin du primaire, début du collège. C'est plutôt fin de primaire, c'est 9-10 ans. Bon, ça va avec tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai défi pour les parents. C'est un vrai défi. Il ne faut pas qu'ils imaginent que parce que leur enfant n'a pas de smartphone, il n'est pas impacté par ce phénomène-là. Tous sont impactés. Moi, j'accompagne des jeunes adultes dans cette question de la pornographie. Il y en a qui ont commencé souvent, ils ont commencé à l'âge prépubère et ils n'avaient pas forcément de téléphone, ni forcément beaucoup d'accès facile aux écrans. Donc voilà, ça c'est un vrai défi pour les parents aujourd'hui. Après, je suis dans l'espérance. Je pense qu'on a de quoi relever les manches. Déjà, on est prévenus. Alors que les parents, il y a 5 ou 10 ans, encore aujourd'hui, il y a des parents naïfs. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on est naïf, c'est que vraiment on veut l'être. Voilà. Ça concerne tous les milieux. Tous les milieux. Nous aussi. Donc il y a cette question. Et puis il y a cette question aussi d'une vision de la sexualité quand même extrêmement hédoniste, qui est alors, ça vient de la pornographie, mais aussi d'autres, on va dire, idéologies qui circulent depuis maintenant un certain nombre d'années, mais qui ont réussi, je dirais, à tous nous contaminer un petit peu. Et donc, la sexualité peut être vécue complètement en dehors de la question de la relation, en dehors de l'amour, en dehors de toute idée de transmission de la vie. Je dirais que son intérêt premier serait de procurer du plaisir. Et ça, finalement, ça finit aussi par marquer notre société. Il y a la question aussi de tout ce qui va très très vite. Donc ça, c'est aussi lié aux écrans, aux réseaux sociaux, etc., etc. Et or, la construction de l'affectivité, la construction de l'amitié, la construction de l'amour, ça se fait dans le temps. Ça nécessite du temps. Ça nécessite de la patience. Souvent, je dis à mes jeunes, la maturité du cerveau, c'est 25 ans. Alors moi, je me suis mariée avant 25 ans. Peut-être pas fini, c'était pas bien grave, mais quand même. Et c'est très intéressant de rappeler ça à nos jeunes. Quand on est un adolescent, eh bien notre cerveau, il est en chantier pour établir des connexions beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Donc c'est formidable. Voilà, mais il est encore en chantier avec un cortex préfrontal qui permet de raisonner, de poser des choix, etc., qui n'est pas
forcément toujours relié voilà, à d'autres structures du cerveau. Et voilà, avec une impulsivité très grande, une instabilité émotionnelle, une instabilité affective, etc., qui vulnérabilise hein, le jeune adolescent. Et donc, il a besoin de temps pour se construire. Hein. Or, aujourd'hui, tout va très vite. Voilà. Très clair pour le contexte. Voilà, ça donne des petits. Ça Ouais, donne très des bien. petits. Alors, quelques clés. On sera un peu plus rapide sur cette deuxième partie. Oui, Là, on voulait pardon. vraiment poser le décor, mais on avait prévu comme ça. On va essayer de tenir le timing. Voilà, Ouais. là, on va vous donner voilà, des questions pour avoir des clés concrètes sur la façon dont vous pouvez accompagner vos enfants. Alors, première question sur cette partie-là, Clotilde, comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à construire des relations saines et équilibrées? Et quand je dis relation, c'est aussi bien relation amicale que plus tard relation amoureuse. Et notamment, comment comprendre la différence entre amitié et amour, comment vivre ces relations avec liberté et avec justesse. Alors là, c'est tout un programme. Hein. Là aussi, ça va se faire progressivement. Hein. C'est vrai que quand l'enfant est à l'âge primaire, on va dire qu'il y a des belles amitiés en primaire, mais parfois c'est plus de la camaraderie. Mais déjà, on peut échanger avec notre enfant, voir un petit peu comment ça se passe dans la cour de récré. C'est toujours intéressant de prendre soin de voir les amis de nos enfants, hein, de les inviter, que notre maison soit ouverte pour pouvoir, que les enfants soient, même les ados, c'est très important qu'ils ne soient pas toujours obligés d'être à l'extérieur pour voir leurs amis, hein, qu'ils sentent que la maison, voilà, qu'on ne sera pas collé derrière eux, hein, mais que en même temps, voilà. Il faut échanger avec nos enfants, vérifier voilà, que cette camaraderie ou ces amitiés, elles soient dans une relation qui soit juste, hein, sachant que ben, comme l'adolescent, typiquement, certains adolescents ont une forte dépendance affective, donc les amis peuvent prendre beaucoup, les copains, les copines peuvent prendre beaucoup de place. Hein, il y a toute la question de la liberté. Voilà. Et comment est-ce que mes amis, finalement, est-ce que mes amis me tirent vers le haut? Est-ce que mes amis me tirent vers le bas? Hein, vérifier voilà, la question du respect les uns avec les autres, la question de l'influence. Voilà, comment est-ce que nos enfants, dans leurs décisions, peuvent être libres. Dans le développement psycho-affectif de l'adolescent, quand on est à l'âge collège, et on a parfois des amitiés extrêmement fusionnelles entre des enfants qui font parfois même craindre, surtout aujourd'hui, où on est quand même très en questionnement par rapport à la question de l'orientation sexuelle. Quelquefois, voilà, il y a des amitiés très fortes entre deux jeunes de même sexe. Cette homophilie n'est pas de l'homosexualité, hein. Ça fait partie d'un passage voilà, c'est un moment où le jeune a besoin d'être rassuré, d'avoir une amitié très exclusive comme ça, c'est très rassurant. Mais comme parents, on doit veiller à ce qu'ils ouvrent, hein, à ce qu'ils ouvrent leurs amitiés. Parce qu'il y en a souvent un qui étouffe l'autre dans ce cas-là. Hein. Et puis, tout l'enjeu, hein, toute la croissance, c'est finalement d'être capable de plus en plus de s'ouvrir aux autres, d'être capable d'être en relation avec d'autres. C'est une chance. Les amitiés garçon-fille ne sont pas forcément simples quand ils sont au lycée, mais parfois c'est possible et c'est une chance parce que ça leur permet de se connaître et donc ça c'est drôlement chouette. Mais aujourd'hui, comme c'est hyper sexualisé, c'est assez difficile parce que quand un jeune commence à nouer une amitié avec un autre jeune du sexe opposé, eh bien très vite les autres vont sexualiser entre guillemets leur relation. Et ça, c'est très pénible pour les jeunes. Encore hier, j'ai eu la question d'une jeune de 4e, comment faire pour que les autres nous disent pas qu'on est en couple? Et c'est très dur d'être libre à un âge où, voilà. Donc ça, c'est une vraie question. Avec nos enfants, il faut en parler. Il faut aussi que nos enfants comprennent que l'amitié entre un garçon et une fille, évidemment, c'est possible. Mais ça demande une certaine prudence. Hein. On fonctionne différemment. Nos différences garçons-filles, c'est pour ça que c'est intéressant aussi qu'ils le comprennent, hein, que typiquement, hein, le garçon adolescent,
il est extrêmement sollicité visuellement par le corps de la jeune fille. Donc, si la jeune fille est très collante dans ses gestes et qu'elle ne sait pas mettre la juste distance, bah, quelque part, c'est très troublant pour lui. C'est très difficile d'être dans une amitié qui soit claire, hein. Donc, voilà, travailler à leur faire prendre conscience que l'ambiguïté ne va pas les aider à construire une amitié. Leur faire prendre conscience aussi que quand on est jeune homme, jeune fille, eh bien, d'avoir une attirance les uns pour les autres, c'est normal, mais c'est pas parce qu'on est attiré par quelqu'un qu'on est forcément amoureux. Et que être amoureux, ce n'est pas encore aimer, hein. Être amoureux, ça demande à être vérifié par le temps, hein, et vraiment, la question du temps est très importante. C'est pour ça que je disais que cette époque où tout va très vite, c'est un peu compliqué parce que très vite, ils se mettent en couple. Et dès qu'on se met en couple, dès qu'on pose des gestes amoureux, eh bien, quelque part, même sans parler de relations sexuelles, il y a un lien qui se crée entre les jeunes, hein, un lien qui est valorisant vis-à-vis des autres, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas mal d'être en couple par rapport aux autres, mais un lien qui fait qu'on n'est pas vraiment libre, hein, et un lien qui fait que de se séparer, c'est encore c'est difficile. Voilà. Et donc, il faut que nos enfants entendent, hein, que c'est beau d'être amoureux. Ça dit combien nous sommes faits pour l'amour. Hommes et femmes, nous sommes faits pour aimer et être aimés. Et notre corps, avec cette espèce de pulsion de vie, nous dit ça. Mais en même temps, cette pulsion de vie, ce désir de l'un et de l'autre, eh bien, il faut apprendre à le canaliser. Il faut apprendre à l'orienter. Et ça, c'est un grand méfait de la pornographie, c'est qu'en fait, dans la pornographie, le désir, il est tout de suite, on passe tout de suite à l'acte, me dit un jeune. Désir, on passe à l'acte. Dans l'amour, c'est pas ça, hein. Et c'est un vrai il y a un vrai enjeu pour l'adolescent et le jeune, enfin moi, l'adolescent, hein, d'apprendre à quelque part à apprivoiser ce désir qui n'est pas mauvais. Il ne s'agit pas de se dire que c'est mauvais, mais simplement, il a besoin d'être éduqué, ce désir, hein, et le sentiment amoureux, s'il est parfois le point de départ d'un bel amour, on sait bien que le sentiment amoureux, enfin voilà, que le temps souvent va nous faire vérifier que non, c'est pas encore ça, hein. Et on sait aussi que dans le développement psychoaffectif de l'adolescent, quand on est, enfin, il y a un stade où quelque part, les garçons, c'est toutes les filles qu'ils trouvent formidables, et les filles, c'est tous les garçons qu'elles trouvent formidables. C'est normal, hein. Et donc à ce moment-là, on a deux options: soit on papillonne de l'un à l'autre, mais on risque ça fait mal aussi, hein, puisque chaque séparation, on perd un peu d'estime de soi, et puis on finit par s'habituer. Puis je vois des jeunes filles en seconde qui me disent: mais moi, madame, j'y crois plus à l'amour, hein. C'est quand même dommage en seconde. Bon, ça se travaille. À la fin de l'année, elle y croyait encore. Mais voilà, ou alors on peut se dire: je suis patient, j'attends de mûrir. Oui, j'ai un corps de jeune homme, j'ai un corps de jeune fille, avec des réactions de jeune homme, des réactions de jeune fille, c'est normal, hein, qui me dit que je suis fait pour l'amour, mais mon cœur, mon cerveau, enfin, ont encore besoin de maturité. Je ne suis pas forcément encore capable de vouloir complètement le bien de l'autre, hein. Souvent, le sentiment amoureux, on est au stade où on aime c'est agréable en fait, hein. On aime plus pour soi que pour l'autre, hein. Et il faut expliquer, enfin voilà. Et dans les amitiés, c'est très intéressant aussi de faire prendre conscience avec nos enfants par des petits exemples, enfin de leur vie, hein, qui nous racontent: oui, t'aimes bien un tel parce que évidemment elle te file toujours son devoir de maths, hein, mais finalement qu'est-ce que tu lui trouves de bien, hein, et qu'est-ce que tu es prêt à lui donner, hein, apprendre, passer de je te prends à je donne, hein. C'est aussi l'apprentissage de la chasteté, hein. La chasteté, c'est finalement voilà, apprendre à donner plutôt qu'à prendre, hein. Je reviens justement, Clotilde, sur Ouais. la relation amicale et peut-être de manière encore plus absolue la relation à l'autre, qui peut aussi être une relation éducative, une relation d'éducateur à éduquer. Qu'est-ce qui fait et ça peut être le cas à l'école ou dans le cadre justement du scoutisme, d'une activité scout, d'un camp, etc. Qu'est-ce qui fait que, en tant que parent, on peut être alerté et on peut justement alerter notre enfant, voire des éducateurs, quand on voit qu'il y a une relation qui est déséquilibrée, qui n'est pas saine, voilà, qui n'est pas ajustée. On peut s'en apercevoir justement. Alors déjà, c'est bien de questionner son enfant, de savoir comment il vit les choses, s'il a des amis, etc. Mais comment faire pour justement vérifier, entre guillemets, que les relations sont ajustées,
et comment réagir si justement on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit par exemple voilà, dans sa patrouille ou voilà, un éducateur, ça peut être un surveillant à l'école, ça peut être un chef scout dans un camp. Comment on est alerté, comment on réagit en tant que parent? C'est une question assez subtile, hein. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on est assez proche de nos enfants pour pouvoir être alerté, hein. C'est vrai que quand on sent qu'un de nos enfants revient pas très heureux d'une sortie et que ça se réitère, ou alors qu'il est franchement malheureux. Bon, alors quand il est franchement malheureux, je dirais qu'on va s'asseoir et puis on va échanger, on va demander comment ça s'est passé, etc., etc. Hein, mais quand même, quelque part, voilà, si on sent qu'il y a un enfermement quand il revient, qu'il n'a pas envie de raconter, voilà, voilà, s'il y a d'autres petites, enfin, il y a d'autres choses qui peuvent alerter aussi. Ben voilà, si on sent que c'est un enfant qui va moins bien, ou qui montre. Mais c'est assez subtil et je pense que, par exemple, comme parent, moi je trouve que c'est très intéressant de faire beaucoup les conduites. Alors vous allez dire, je suis gonflée de dire ça, mais, mais j'ai toujours trouvé que c'était un lieu qui était très intéressant pour nous, parents, pour observer ce qui se passe, hein, et voir la façon dont les garçons s'adressent les uns aux autres. Hein, est-ce qu'il y a du respect dans leur façon de s'adresser aux plus jeunes? Est-ce que le plus jeune, il est toujours dans son coin et qu'on ne lui adresse pas la parole? Hein, ça, c'est des choses. Quand on est parent de CP, c'est évident, hein, qu'il faut un petit peu interroger sur l'ambiance de la patrouille. Est-ce que c'est une bonne ambiance? Enfin voilà, est-ce que le CP il se trouve en difficulté avec un jeune, etc. Et s'il est vraiment en difficulté avec un jeune, là, à ce moment-là, on va alerter au-dessus. Donc voilà. Et quand on est avec un jeune, hein, un jeune scout, quand on est parent de jeunes scouts, je pense que, comme on l'a déjà fait quand on confie, par exemple, enfin, il faut signifier à l'enfant qu'il y a des comportements qui sont justes entre camarades, il y en a qui sont pas justes. Hein, voilà, est-ce qu'il y a de la moquerie dans ta patrouille, hein, est-ce que, enfin, quel est le rôle de chacun dans la patrouille, etc., etc. Donc oui, il faut être attentif. Je pense qu'il faut apprendre aussi enfin, comme parent, il faut faire confiance au ressenti de l'enfant. Hein, et ça s'apprend dès l'enfance. Voilà, quand un enfant exprime un mal-être, exprime quelque chose qu'il n'a pas envie, voilà, faut un peu s'interroger derrière. Il faut être un peu curieux. Hein, il faut pas tout de suite balayer du revers en disant t'es fatigué, ça ira mieux demain. Hein, je pense qu'il faut être attentif et il faut vérifier, voilà, qu'il y a une bonne ambiance. Il faut poser la question. Hein. Ok, très clair. Peut-être pour compléter votre parole, Clotilde, Oui. pour ceux qui sont parents des guides et scouts d'Europe, hein, Louveteaux-Louvettes, hein, j'englobe l'ensemble des tranches d'âge. Vous avez donc reçu une petite, je ne sais pas si c'est un petit peu flou, une revue qui s'appelle Coéduquer, et il y a un article justement sur ce sujet-là. Donc, construire un scoutisme sûr et bienveillant ensemble. Donc, n'hésitez pas à le lire. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, vous pouvez me donner votre adresse mail dans la conversation, dans le chat, et je vous l'enverrai par PDF. Et puis, dans ce magazine également, il y a une double page sur la façon de bâtir une relation de confiance entre parents et chefs. Voilà, à quel moment on alerte le chef d'unité ou le chef de groupe quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, quand notre enfant voilà, vit des choses qui vous semblent pas ajustées. Voilà, vous avez la possibilité de lire cet article-là et puis d'avoir quelques repères. Voilà ce que je voulais vous préciser avant de continuer. Et justement, on va continuer pour essayer de bien comprendre comment on peut apprendre à protéger nos enfants de toute forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle. Et peut-être déjà, pour répondre à la question, commencer par dire ce qu'est une violence. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une violence physique? Qu'est-ce que c'est qu'une violence psychologique, une violence sexuelle?
Là, je ne sais pas si je vais savoir donner une définition comme ça, j'ai pas forcément pensé le truc. Mais déjà, à partir du moment où... Enfin, il y a des règles de sécurité corporelle qu'il faut dire et qu'il faut redire de temps en temps aux enfants. Moi-même, je le redis aux ados régulièrement, hein. Par exemple, personne n'a le droit de toucher à tes parties intimes. Voilà, bon, évidemment, le médecin ou les parents s'il y a une problématique. Mais chez un enfant, c'est très important qu'il entende. Personne n'a le droit de te montrer ou de demander de montrer. Il faut être très clair, il faut être très simple. Les parties intimes, c'est quoi? C'est les organes génitaux, c'est finalement aussi ce qui est caché par le maillot de bain, on pourrait dire, hein, de façon claire. Donc ça, chez l'enfant, il faut le dire. Hein, on a dit, mon corps, c'est moi. Donc, mon corps et le corps de l'autre méritent un infini respect, hein. Je n'ai absolument pas le droit de m'imposer, voilà, pour l'autre. Et il faut expliquer, avant d'aller, enfin, que les enfants partent en camp, il faut de temps en temps redire qu'on ne joue pas avec son corps. On ne s'amuse pas non plus à des jeux avec les parties génitales, hein. C'est important de le dire. On ne le fait pas parce que par respect, hein, pour soi, pour l'autre. Voilà, ces règles de sécurité, personne n'a le droit de me montrer, de me demander de montrer, de toucher ou de me demander de toucher. C'est des choses très simples, mais il faut les signifier assez tôt à l'enfant, hein. Voilà. Dès qu'un enfant se sent mal à l'aise, hein, dans la façon, dès qu'une personne te met mal à l'aise dans sa façon de te parler, dans sa façon de te toucher, des gestes qu'il a vis-à-vis de toi, tu dois alerter tes parents ou une personne de confiance. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir des choses extraordinaires. Dès que ça te met mal à l'aise, tu dois en parler, tu dois vérifier. Hein, j'ai eu comme ça dans un collège il y a 2 ans, une jeune fille qui, le fait d'entendre ça, elle a pu aller signifier qu'il y avait des gestes d'une personne de son entourage qui la mettait mal à l'aise. Et en effet, elle avait raison parce qu'on allait vers quelque chose qui était de l'ordre de l'agression sexuelle. Hein, donc voilà. Et là, il faut faire confiance au dire de l'enfant. Après, il faut l'écouter. Peut-être qu'on va recaler et voir que c'est voilà. De la même manière, avec les plus grands, hein, un adulte n'a pas le droit de tenir des propos vulgaires d'ordre sexuel devant toi. Ça, c'est la loi. Hein, leur dire aussi que c'est la loi. La question, un adulte n'a pas le droit de te montrer, et ça on le dit, enfin, pas qu'un adulte, mais personne n'a le droit de te montrer des images de corps nus, des images de pratiques sexuelles. C'est interdit par la loi. Des images pornographiques, c'est interdit par la loi. Hein. Il faut que l'enfant l'entende. C'est vrai que dans un camp scout, hein, si des chefs ont des propos vulgaires, eh bien, c'est hors la loi. Ça va jusque-là. Alors, des enfants, en tout cas, c'est différent. Mais en fait, il faut rappeler aussi la loi. On n'a pas le droit d'avoir des propos d'ordre sexuel devant des mineurs. C'est pas possible. Hein, parfois, j'ai entendu des choses, c'est pas possible, en fait. Parce qu'on sait aussi qu'à cet âge-là, les chefs, ils ont un grand pouvoir, enfin, il y a une grande admiration des scouts pour leurs chefs, et c'est très bien. Et donc, ils doivent être doublement irréprochables. Hein. Surtout dans leur façon voilà, de parler et de s'adresser. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous donne des repères. Hein. Oui, sur les violences sexuelles très claires, peut-être un mot, je sais que c'est moins votre domaine, sur les violences psychologiques ou physiques. Je pense notamment que ce soit à l'école, dans les amitiés, etc., mais aussi dans les groupes scouts, où on peut avoir des amitiés parfois un peu fortes, ou une façon d'éduquer du jeune par le jeune peut parfois être un petit peu brutale. Donc, voilà, quels sont en fait, et voilà, tout en restant justement dans la pédagogie scout où le plus fort protège le plus faible, où le plus âgé est là pour transmettre, faire grandir, élever les plus jeunes. Et voilà, parfois on observe des pratiques qui sont justement un peu contraires à ça, qui ressemblent plus à voilà, des petites traditions qui ressemblent plus à du bizutage qu'autre chose, et qui sont voilà, des formes de violence aussi. Alors le mot est fort, mais néanmoins, voilà, qui sont des formes de violence physique ou psychologique. Là aussi, donc, alors tout ce qui est de l'ordre de la moquerie, ça n'a pas sa place. Hein.
Tout ce qui est l'ordre aussi de, comment dire, à partir du moment où on stigmatise une particularité de l'enfant, celui qui est grand comme une asperge ou celui qui est, voilà, ben non, non, on peut pas, faut faire très attention aux propos qui sont attachés à l'apparence de la personne, hein. On ne peut jamais stigmatiser un enfant par rapport à une de ses particularités et jamais le stigmatiser dans le groupe, ça c'est très important. C'est vrai que dans le scoutisme, on a ce souci de se dépasser, hein, d'être, et puis moi j'ai eu des garçons scouts, hein, d'être les meilleurs, de gagner le camp, hein. C'est vraiment rappeler aux jeunes que ça ne peut jamais se faire au détriment de l'autre, hein. Et que oui, le plus jeune, enfin, que la notion de service, hein, c'est pas, enfin, c'est vrai que la notion de corvée dans le scoutisme, c'est pas forcément très juste, hein. La question du service, c'est beau le service, c'est doit être valorisé le service, hein. Et, et c'est important que les choses soient, qu'il y ait la notion de justice. Et là aussi, c'est important que le jeune qui se sent pris dans quelque chose d'injuste puisse le dire, hein, sans qu'il y ait des représailles, etc. Et là aussi, c'est des choses qu'on doit vérifier. Comment ça se passe, les services dans ta patrouille, hein. Et c'est vrai que c'est cette question des traditions. Alors là, je suis moins performante que vous sur le sujet, mais voilà, rappeler que ça peut jamais être au détriment, au détriment du plus jeune. C'est pas possible. Ok, très bien. Tout Merci ce qui beaucoup. est humiliation, moquerie, ça n'a pas sa place. Tout ce qui est de l'ordre de l'irrespect de l'autre, que ce soit, voilà, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Hein. Très clair. Dernière question, peut-être justement à l'approche de l'été, des camps, mais aussi des mots. Voilà, on a des enfants qui vont chez des amis, voilà, qui vont chez les grands-parents, enfin voilà, nos enfants pendant 2 mois vont aller Oui. d'un lieu à un autre, d'un groupe à un autre. Ça peut être justement maintenant le moment assez propice pour leur donner voilà quelques conseils, quelques informations, quelques repères clés. Pour vous, quels seraient les éléments essentiels qu'un parent doit transmettre à son enfant voilà, quand il sait qu'il va partir en collectivité, qu'il va partir dans d'autres familles, etc., etc. Évidemment sans faire peur, mais voilà, pour donner des repères précis à son enfant. Alors déjà, confier nos enfants à une autre famille, bien sûr, on peut le faire, hein, mais comme parents, on doit quand même y réfléchir avant, hein. Comment est-ce que la famille chez qui mon enfant va gère les écrans? Comment elle gère, enfin voilà, comment ça se passe concrètement, les films qu'on regarde? Enfin, la question des écrans, elle est très importante. Et c'est vrai que enfin, qui va s'occuper de mon enfant? C'est important ça aussi. Qui va s'occuper de mon enfant? Est-ce que s'il est quand on est un enfant, quelque part, il faut qu'il puisse avoir un adulte de confiance en qui vous avez pleinement confiance, qui prenne le relais, hein, et qui va veiller vraiment, qui ne va pas le refiler à droite à gauche. Vous voyez, ça je trouve que c'est quelque chose qui est important, hein, et quelque part un petit peu qui sera présent aussi, hein. Moi, par exemple, tout ce qui est soirée pyjama, vous voyez, je suis extrêmement prudente sur le sujet. C'était la grande mode il y a quelques années, je ne sais pas, parce que j'ai plus d'enfants de cet âge-là, hein, mais c'est pas anodin une soirée pyjama, hein. Voilà. Donc, il faut, je ne dis pas qu'il faut jamais faire de soirée pyjama, mais il faut savoir chez qui va notre enfant et comment vivent ces personnes. Et finalement, c'est pas si facile que ça de savoir comment vivent les personnes. Il faut bien se connaître. En fait, le coucher, la toilette, ce sont des moments intimes finalement dans une famille, hein. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à ça. Après, avec l'histoire de la collectivité, je pense quand même que j'ai redonné les règles de sécurité corporelle. Je pense qu'il faut les rappeler, il faut être très simple. Il faut avoir prévenu de la question de la pornographie.
Là, par rapport aux écrans, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me semble très important dans les camps aussi, de la part des chefs, hein, de veiller, parce que laisser un smartphone dans une patrouille au moment des sorties, bah, moi, ça me pose question aujourd'hui, vraiment. Hein, qu'ils aient un téléphone, mais il y a des téléphones sans Internet. Alors vous allez peut-être dire, je suis très alarmiste, mais j'entends énormément de choses voilà, sur ces sujets-là. De même que quand on a des ados, même au lycée, hein, qui ont un smartphone, il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce qui est bloqueur, même si ça marche moyennement bien. Et puis surtout, permettre que le soir, dire à l'enfant, enfin aux jeunes, aux grands jeunes, ben, le soir, ton téléphone, il reste en bas. Hein. Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de son téléphone pour dormir et que sinon, ben, il le sait bien. Je ne sais pas que je te fais pas confiance, mais je sais que c'est une bombe, ce truc-là. Hein. Tu vas être tenté de regarder des vidéos rigolotes et puis tu vas y perdre du temps et du sommeil. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres choses moches qui peuvent arriver et tu le sais bien. Hein, donc, il faut l'aider aussi. Voilà. Donc en collectivité, il y a voilà, comment ça s'est géré, comment c'est géré la toilette, tout ça. Il faut un petit peu poser des questions aussi aux gens qui sont responsables de nos enfants. Hein. Voilà, est-ce que la pudeur va pouvoir être présente? Hein. Bon, je pense que maintenant, ça vous faites attention. Voilà. Et puis aussi prévenir notre enfant s'il y a un comportement qui te met mal à l'aise d'un adulte, d'un jeune, tu dois partir et aller prévenir. Hein. Et ça c'est très important. Ok, très bien, très clair. Alors, on avait quelques questions sur la posture éducative, mais finalement, on en a parlé plutôt au début. Je pense qu'on est assez clair sur le fait voilà, de créer un bon contexte, un contexte propice Oui. pour pouvoir parler sereinement, en confiance et aussi avec joie. Vous le disiez, on le disait aussi en préparation de cette conférence, c'est de parler aussi de la beauté de l'amitié, D'abord de la de beauté. l'amour. Hein. D'abord de la beauté, de Très ce qui est beau. important. Ouais. Exactement. Mais si vous avez des questions sur ce sujet-là, vous pourrez les poser. Je vois qu'il y a déjà des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer aux questions. Merci beaucoup, Clotilde. Voilà, pour tous les Je redonne juste des petites ressources quand même dans ce Oui, qui tout à fait, existe vous avez raison, aujourd'hui. en effet. Enfin, parce que je trouve que c'est intéressant. J'avais essayé de lister pour pas. Enfin, bon, déjà, donc le service des AFC, la Grandir et Aimer, c'est un service qui permet des interventions auprès de jeunes donc de CM1, CM2. Hein, c'est un beau service. Alors. C'est les services que je nomme, c'est relais, hein, ça ne doit pas être à la place, c'est en complément d'eux. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup connaissent, mais pour l'adolescent, enfin le jeune prépubère, les cyclochaux et XY évolution, une journée avec le père, une journée avec la mère. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans cette éducation pour l'identification et être bien dans son sexe de garçon ou de fille, c'est super d'avoir des moments privilégiés avec l'un ou l'autre, aussi en dehors de tout discours sur la sexualité, mais aussi de vivre des belles aventures. Un père avec son fils, et il y a beaucoup de choses qui se développent là-dessus qui sont super intéressantes. Les parcours Teen Star, c'est super, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est drôlement chouette. Au niveau des livres, si vous avez besoin, je donnerai des livres. Il y a deux sites qui peuvent être des ressources pour les jeunes sur la question de la pornographie, c'est wearelovers.fr. C'est une très belle association de jeunes qui sont eux-mêmes été touchés par la pornographie et qui maintenant témoignent. Il y a des vidéos qui sont intéressantes, des témoignages, etc. Il y a un autre site qui est intéressant avec beaucoup de ressources, c'est sosporno.net, voilà, qui est fait par Jean-Baptiste Maillard. Voilà. Il y a d'autres ressources, hein, mais... Oui, tout à fait. Alors, We Are Lovers, on fait justement une conférence en ligne, enfin, un témoignage avec deux personnes de We Are Lovers. Alors, on devait le faire fin juin, mais ça se bouscule un petit peu dans notre programme. Et donc, ce sera finalement début octobre. Vous pourrez retrouver l'événement, enfin voilà, la conférence en ligne témoignage sur le site du RASO d'ici quelques jours. Il faut juste qu'on cale la date avec les deux témoins de We Are Lovers. Ils ont quelques vidéos très intéressantes. Par exemple, oui, il y a une vidéo qui est très bien faite qui explique comment la pornographie, finalement, enfin, pourquoi la pornographie est addictive, comment elle impacte le circuit de la récompense. Et c'est très bien fait. Enfin, alors, c'est pas regarder avec des enfants de 10 ans, hein, mais avec des ados un peu plus grands, voilà, il y a des choses vraiment intéressantes. Très bien. Alors, j'ai une question justement, si on pouvait vous écrire si je pouvais vous écrire les références
données. Je vais vous les écrire là pendant que Clotilde va répondre à la première question, puisqu'on a un certain nombre de questions. N'hésitez pas d'ailleurs à les poser au fur et à mesure. On va essayer de faire des réponses assez rapides parce qu'il est déjà 22 heures et on a déjà quelques questions, mais elles sont très intéressantes et pertinentes. Donc, je pense que c'est bien de les poser. Alors, première question d'Achille. J'ai une amie qui a demandé à son époux de montrer sa partie intime à sa fille qui se posait des questions sur la différence homme-femme. Il l'a fait. J'ai été choquée. Est-ce la bonne façon de faire? Alors, si on me demandait mon avis, mais c'est fait, hein, donc voilà. Mais je dirais que non, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ça peut être très choquant, hein, pour une petite fille de voir, voilà. Dans la pudeur, hein, c'est ce qui permet aussi, hein, de séparer les sexes et les générations. Et c'est important, hein, qu'il n'y ait pas de mélange. Il y a vraiment des schémas très bien faits. En fait, nous, par exemple, quand on parle aux jeunes, on a des schémas détaillés, hein, sur les organes génitaux de la femme et de l'homme, même chez des enfants, donc de fin de primaire. Mais ce sont des schémas, hein, des planches anatomiques. Non, ce n'est pas juste voilà. En tout cas, je ne conseille pas de faire ça. Ok, très clair. C'est vrai qu'il y a des familles, hein, il y a des cultures où on se promène tout nu et tout ça. Pour avoir eu des témoignages, ça peut être aussi choquant. Et puis, on voit aussi, on sait aussi, hein, que l'importance de la séparation des générations. La question de l'inceste, hein, ça prend souvent, ça commence parfois dans des ambiances comme ça où, je dirais qu'il n'y a pas de séparation entre les adultes et les enfants. Et donc, je pense qu'il faut que clairement, il y ait une séparation et on n'a pas comme parents, forcément à se montrer nus devant nos enfants. On peut répondre autrement aux questions. Oui, très clair. Alors, deuxième question, c'est vrai qu'on a parlé pour la maman avec les filles, le garçon avec le papa et justement sur leur propre puberté, évolution, etc. Mais il y a une question d'Alexandre. À partir de quel âge explique-t-on à une fille comment fonctionne un garçon et inversement? C'est une très bonne question. Je m'étais dit que j'en avais pas parlé. Eh bien, moi, je pense que typiquement, avant la puberté, parce qu'en fait, d'abord, il y a des choses qu'on va déjà nommer. Alors déjà dans les fratries, hein, quand même, là dans le scoutisme, il y a pas mal de fratries. Donc, quand on change un petit frère ou quand on change une petite sœur, on peut déjà nommer les choses, hein. Il ne s'agit pas, voilà. Donc ça, c'est une première réponse. Donc les choses doivent finalement se faire un petit peu en parallèle. Après, je pense que fin de primaire, il y a vraiment des choses du fonctionnement de l'autre qui est vraiment très... Enfin, pour moi, c'est pratiquement en parallèle, mais ça viendra peut-être un petit peu plus tôt pour ce qui est de la connaissance de soi et juste un petit peu après pour la connaissance de l'autre, hein. Mais c'est presque parallèlement. Parce que déjà, quand on va avoir expliqué la transmission de la vie, on va déjà avoir expliqué des choses essentielles du corps de l'homme et du corps de la femme, hein, qui sont complémentaires et cette complémentarité qui permet l'union de leur corps, qui vient signifier l'union de leur cœur. Donc déjà, la différence, elle est... Et puis en fait, en fait, on est petite fille et on devient femme. Ça, c'est un petit peu ce qu'on dit aujourd'hui, mais ça veut dire que bien sûr on est avec un donné, mais on doit intégrer aussi, hein, cette identité sexuelle, elle s'intègre petit à petit, et donc bien sûr il faut parler de ce qui se passe chez l'autre qui est différent et valoriser cette différence, et ça sera vraiment l'occasion d'insister sur le respect et la délicatesse. Hein, le respect aussi dans un comportement qui ne va pas mettre l'autre en difficulté par rapport à ses propres vulnérabilités ou ses propres difficultés dans ce qu'il a à vivre. Chez les filles, les règles, et les garçons, toutes les réactions liées aux érections un peu intempestives, par exemple, quand il est ado, etc. Ok, très bien, très clair. Merci Clotilde. Alexandre, je pense qu'on a répondu à la question, mais n'hésitez pas si vous voulez apporter des précisions ou nouvelles questions. Alors, autre question, comment réagir face aux petites amourettes chez l'enfant d'âge primaire? Alors, ça, là, je dirais que chaque famille a un peu sa culture. Dans Grandir et aimer, on aime bien dire aux enfants de fin de primaire
que quelquefois, les petites amourettes qu'on s'amuse à dire, voilà, les uns les autres, finalement, ça nous aide pas tellement, ça crée beaucoup de petites histoires. Et quelquefois, ça vient un petit peu gâcher leur relation. Et que parfois, ce serait plus juste de dire que un tel, c'est un ami préféré pour moi, plutôt que de parler d'amoureux, que peut-être le sentiment amoureux, en réalité, il prend vraiment, enfin, il prend son sens quand on a un corps de jeune homme et un corps de jeune fille, hein, avec les hormones qui sont présentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des attirances affectives vers l'un ou l'autre, hein. Il ne s'agit pas de dramatiser, hein, mais plutôt essayer de dire, écoute, voilà, tu as le temps, hein. Parce que c'est vrai que ça pollue pas mal leur relation. Ok, super, merci beaucoup, Petit. Mais après, voilà, là, il y a des cultures familiales et je dirais que c'est à chacun aussi. Moi, mes enfants, je leur disais toujours, amoureux, ce sera quand tu seras un petit peu plus grand. Mais tu as le droit d'avoir un ami préféré. Alors, on a une question qui est quid de la masturbation? Certains médecins la recommandent pour des enfants. Cela semble contradictoire par rapport à ce que la morale nous demande. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est sûr que la doxa aujourd'hui, la doxa aujourd'hui, c'est de dire que c'est recommandé, la masturbation. En fait, il y a rien qui nous dit que c'est nécessaire. Il faut surtout pas dramatiser. C'est-à-dire que le garçon avec le sexe qui est à l'extérieur, la masturbation, elle est souvent un peu fortuite, hein, avec la découverte de son corps et des réactions de son corps. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant donc de ne pas culpabiliser, mais de rappeler que la sexualité, ce qui va donner la joie dans la sexualité, c'est la relation à l'autre, hein, et que la sexualité, elle est vraiment ordonnée à la relation à l'autre. Et d'ailleurs, voilà, quand on peut discuter tranquillement avec un garçon, finalement, la masturbation va lui apporter un certain soulagement, parfois sur le moment, un certain plaisir, mais le laisse assez seul, hein, et règle pas les problèmes. Voilà, il faut aussi faire attention que quand la masturbation est très fréquente, hein, très compulsive, eh bien, souvent derrière, c'est le symptôme d'un mal-être un petit peu important. Et peut-être chercher, voilà, voir si le jeune n'a pas une angoisse, une anxiété un peu excessive, bon, sachant qu'à l'adolescence, l'angoisse et l'anxiété, c'est ultra présent, hein. Mais parfois, la masturbation, ça devient une façon de réguler des émotions désagréables. Et donc, voilà, comme parents, être un petit peu alertés si on a l'impression que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, et peut-être chercher à aider le jeune à réguler autrement ce mal-être, hein. Et donc, peut-être, voilà, aller rencontrer quelqu'un, pas forcément sur le sujet de la masturbation, mais sur le sujet de, voilà, comment je peux gérer mon anxiété, mon mal-être, voilà. Et voilà, sachant qu'on n'a pas besoin enfin, c'est pas ce qui va apprendre, hein, alors là, quand je dis ça, hein, il y a des sexologues qui vous diront qu'ils seront pas du tout d'accord avec ce que je dis là-dessus. Mais c'est vrai que la masturbation, comme c'est un comportement solitaire, elle n'intègre pas du tout l'altérité et la présence de l'autre dans la sexualité. Or, on sait bien, hein, que vu nos différences, eh bien, c'est quelque chose qui se construit aussi, hein, la vie intime dans un couple. Et certains hommes, hein, témoignent que le fait d'être très très pris par la masturbation, où souvent les choses vont très vite, eh bien, ça ne les a pas aidés, hein, dans l'entrée dans leur vie amoureuse, intime avec la femme qu'ils aiment, parce que justement, ça génère... ils n'ont pas appris à prolonger le plateau, etc. Et bon, voilà. Donc ça peut être même quelque chose qui amène des difficultés plus tard, pas forcément non plus, hein. Donc voilà, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais rappeler le sens de la sexualité, hein, de la joie de la sexualité, et dire aux jeunes aussi que c'est pas quelque chose de nécessaire. Ok, très bien. Je sais pas si ça répond. Faut y aller. Là, je trouve que c'est mieux quand c'est le père qui en parle avec son fils. Et maintenant, on devrait, les femmes, en parler avec nos filles, parce que c'est quand même quelque chose qui est aussi présent, puisque c'est
dans les journaux, etc. C'est très valorisé. Et puis, il y a aussi des jeunes filles qui découvrent la masturbation et pour qui ça devient aussi le symptôme, une façon de réguler leurs émotions, hein. Donc, voilà. Et puis, comme aujourd'hui, c'est assez banalisé, bon, ben voilà. Et ce qui n'est pas facile pour les filles, c'est qu'on n'en parle pratiquement jamais. Donc, elles peuvent vivre ça comme une honte et avec beaucoup de solitude. Voilà. Alors que les garçons, quelque part, c'est un sujet qui est plus parlé. Alors, Mais ça peut être intrusif que ce soit la mère qui en parle avec son fils. Oui, ok. Je prends les questions pas forcément dans l'ordre. Il y en a encore plusieurs. Simplement, j'essaie de les grouper et on a une autre question justement sur la masturbation. Quid de la masturbation chez l'enfant non pubère de 3 à 6 ans notamment? Eh ben, il y a souvent un passage de découverte, hein, qui est, voilà. Donc là aussi, il faut surtout pas culpabiliser. Il s'agit pas d'encourager, hein. Alors parfois, j'entends, enfin, les gens disent, bah, voilà, si tu veux te toucher, tu le fais tout seul. Oui, mais il faut aussi que l'enfant enfin, puisse gérer autrement. Voilà, c'est vrai que il faut absolument pas dramatiser. Parfois, c'est vraiment passager. Si ça devient quelque chose qui est très très récurrentiel et très très présent, voilà, on peut dire, bah tu sais, ton corps, c'est pas un jouet, donc on ne touche pas tout le temps sa partie intime, même si ça te paraît peut-être agréable, mais voilà, c'est quelque chose à ne pas faire comme ça tout le temps, hein. Tu vas éviter, c'est pas un jouet. Mais voilà, après, le plus souvent, c'est un passage et ça s'arrête. Il y a pas grand-chose à dire, hein. Si c'est une fois de temps en temps comme ça, faut pas. Et alors, on a des questions là, très différentes. Enfin voilà, on change de domaine. On l'a un tout petit peu abordé au tout début en évoquant notamment enfin, les raisons qui faisaient que ça pouvait être difficile d'aborder le sujet de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et là, on a une question qui est comment parler de la sexualité quand celle-ci est difficile dans le couple parental? Alors, quand on parle de la sexualité, on ne parle pas de la sexualité de notre couple, hein. Et d'ailleurs, quand on va expliquer comment on fait des bébés, on ne dira pas maman et papa, ils ont fait comme ça, hein. On dira l'homme, voilà, la femme, enfin, mais voilà, on va mettre de la distance, hein. Et c'est aussi pour ça que je signifiais au début que c'est intéressant de s'interroger sur nos peurs, hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout à dévoiler notre intimité à nos enfants. Ça, c'est très important, hein. Il faut se dire, de même, parfois j'ai la question de parents qui sont séparés dans des réunions de parents, parce que c'est vrai que dans Grandir et aimer, on valorise le couple durable, hein, et on a une image où on voit des mariés. Voilà, parce que dans toute culture, le couple, l'amour durable, il est célébré dans le mariage, dans l'engagement du mariage. Et alors, ils disent, mais comment vous parlez du divorce? Ben, en fait, on dit bien aux enfants que oui, beaucoup d'enfants, leur père et leur mère ont souhaité ça, puisqu'ils se sont mariés, ils ont souhaité un amour durable. Et puis, bah, pour différentes raisons, parce que c'est pas toujours si simple, ça n'a pas été possible. Mais déjà, ils ont été profondément heureux d'avoir leur enfant. Leur enfant n'y est strictement plus rien, n'y est strictement pour rien, et que leur enfant, il a le droit de rêver un amour durable. C'est pas parce que papa et maman n'ont pas pu, voilà, avoir un amour qui dure toujours, que eux ne peuvent pas construire un amour qui dure toujours. Et de même dans la sexualité, c'est pas parce que c'est compliqué dans un couple qu'on doit faire porter à nos enfants notre propre difficulté, hein. Voilà. Je sais pas si je réponds, mais. Mais de toute façon, voilà, n'hésitez pas si vous voulez avoir des questions complémentaires. Oui, oui, le jour commence à baisser. Ouais. Alors, une autre question. Alors pour les enfants justement assez jeunes encore, faut-il attendre que l'enfant, donc là, l'enfant dont on parle à 5 ans, pose ses questions sur la sexualité ou faut-il prendre les devants? Alors, quand l'enfant pose des questions, c'est drôlement pratique. Hein, voilà, il y a des parents qui n'aiment pas, mais en fait, c'est drôlement bien parce que ça nous dit, allez, il faut y aller. Quand il ne pose pas de questions, il ne faut pas se précipiter. Mais je pense que quand on arrive en primaire, il faut petit à petit quand même élaborer un échange. Parce que sinon, il apprendra des autres. Très bien, super. Alors, je vais poser la dernière question donc aux participants qui ont encore une petite question voilà, en tête ou qu'ils n'osent pas encore poser.
c'est maintenant ou jamais, parce que je pose la dernière, donc n'hésitez pas à voilà, si vous avez encore une petite question, je surveille le chat et je surveille l'onglet questions-réponses. Voilà, et puis on va terminer dans quelques minutes, mais je ne voudrais pas voilà, que vous restiez avec une question en suspens. Donc n'hésitez pas à l'écrire si vous avez une question qui brûle aux lèvres. Alors, c'est la dernière que j'avais pour le moment, c'est comment rattraper les explications contraires à nos valeurs transmises à nos enfants lors des cours de sciences en primaire, CM1, CM2 ou intervention EARS dans les collèges. Alors, en effet, on a aussi beaucoup entendu parler du programme EVARS il y a quelques semaines, et notamment, voilà, de la question de la théorie du genre, de la question de la place des parents dans ce programme EVARS. Je sais aussi que les AFC ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là et ont milité pour que les parents aient leur place dans ce programme. Mais oui, parfois, le mal, entre guillemets, est fait, ou en tous les cas, ce qui a été dit est pas en accord avec nos valeurs. Alors, selon vous, comment on peut rattraper ça? Alors, donc déjà, plus on a anticipé, je dirais, mieux c'est. Alors, dans le programme EVARS, il n'y a pas que des mauvaises choses, hein. Il y a des bonnes choses dans ce programme. Il y a des choses qui sont très moyennes, mais dans ces choses qui sont très moyennes, je dirais qu'il y a des choses qui existent, enfin, qui sont déjà, hein, plus ou moins en place, hein, voilà. Et je dirais que ça va beaucoup dépendre finalement des directions d'école et aussi des enseignants, hein, sur la façon dont ce sera fait. Voilà. Et ben, je pense que donc on doit quelque part là aussi, hein, être très attentif à ce que nos enfants reçoivent et reprendre derrière, hein, et redonner nous nos convictions. Enfin, je veux dire, c'est nous les premiers. Enfin, vous êtes les premiers éducateurs. Hein, c'est pour ça que c'est un si beau sujet et grand sujet, c'est qu'on a des valeurs aussi à transmettre avec. Voilà, et qu'il ne faut pas hésiter à reprendre. Voilà. Moi, je pense pas que ce soit. Enfin, je pense qu'il faut pas s'affoler. Enfin, je veux dire, il faut savoir reprendre. Et en même temps, quand on reprend, il faut toujours essayer de voir quelque chose de positif dans ce qui a été donné à l'enfant, parce qu'il y a souvent quelque chose de positif à prendre. Et donc, il faut peut-être d'abord valoriser ce qui est positif. Il faut pas que l'enfant sente qu'on est toujours contre. Oui. Que ça, qu'est-ce que ça énerve nos enfants, hein. Donc, il faut voir ce qui est positif et puis remettre de la nuance, remettre et redire des choses qui nous paraissent essentielles, qui souvent sont juste de l'ordre du bon sens finalement. Donc, c'est pas si compliqué que ça de redire les choses, hein. Mais aujourd'hui, il faut être capable, vous allez avoir vos enfants vont croiser beaucoup d'histoires qui, quelque part, vous froissent quelque part, hein. Et donc, et toujours avoir dans notre cœur aussi de respecter infiniment les personnes. Par exemple, il y a des histoires que, voilà, on n'a pas envie que nos enfants aillent dans cette famille-là pour telle ou telle raison, ou vivent comme ça plus tard, etc. Mais malgré tout, hein, on doit regarder les personnes avec respect et que nos enfants sentent cet immense respect qu'on a pour chaque personne. Hein. Et que si on n'a pas les mêmes opinions, on peut le dire, mais c'est pas pour ça qu'on ne respecte pas, hein, et qu'on ne sait pas voir aussi ce qui est positif. Hein, il ne s'agit pas d'être contre tout le temps, hein. C'est un petit peu le problème parfois des réactions qu'il y a eu contre ce programme EVARS. Hein, voilà, on a fait peur à tout le monde. Alors oui, il y a de quoi avoir un peu peur, mais ça fait des années qu'on peut avoir peur, hein, sur un certain nombre de sujets, sur ce qui est transmis à nos enfants. Ben oui, hein, ils ont du lavage de cerveau, hein. Mais là aussi, j'ai envie de dire, on est dans l'espérance, on sait que le Seigneur pourvoit, hein, et nous donne la grâce de pouvoir être dans le temps qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas de vivre dans notre bulle et de rien dire à nos enfants de ce qui se passe, hein. Voilà, donc, quand ça vient, bah oui, un tel et un tel, ils vivent comme ça. Voilà. Alors c'est vrai que moi je trouve ça un petit peu regrettable pour telle ou telle raison, mais voilà, eux ils pensent que c'est bien comme ça, mais nous on pense différemment, mais c'est pas pour ça qu'on les respecte pas. Très clair. Alors, petite question sur les ados, enfin les grands ados même. Comment aborder le sujet pour nos ados de 16 ans et plus quand on n'en a jamais parlé plus jeune? Alors, quand on n'en a jamais parlé plus jeune, il y a une chose qui est intéressante, c'est parfois il y a des bons livres,
hein, il y a des bons livres, et de dire, bah tiens, j'ai lu ce livre-là, ça me ferait plaisir que tu le lises et qu'on en discute. Hein, récemment, il y a des livres qui sont sortis pour les grands ados. Il y a eu le bouquin du père Gaspard Oui. Kraplé, par exemple. Hein, à une époque, c'était celui de l'abbé Grosjean, mais il est pas mal. Enfin, je lui fais pas de la pub, j'ai pas d'action, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses pour des grands ados et ça peut être l'occasion de discuter. Il y a sur la porno, il y a ce très beau livre là de Tanguy Laforgue et Jean-Baptiste Maillard qui vient de sortir. Donc, par les livres, aussi, voilà, peut-être prendre un temps privilégié et dire à notre jeune, écoute, j'ai jamais pris la parole là-dessus, mais il y a quand même des choses qui m'animent sur ce sujet-là et je serais content, je serais contente de te partager ce qui m'anime ou les difficultés que moi j'ai eues à ton âge. Et peut-être tu as des questions aujourd'hui, mais voyez, le faire voilà, comme un bon moment. Il ne s'agit pas de faire la morale à nos jeunes, mais aussi qu'ils puissent entendre voilà, ce qui nous anime sur le sujet, oser prendre la parole. Mais bon, voilà, les livres, c'est aussi un bon moyen d'essayer de transmettre. Il faut s'intéresser aux lectures de nos enfants, il faut s'intéresser aux séries qu'ils regardent, il faut s'intéresser et aux films, aller voir des films avec eux aussi. Hein, aller au cinéma avec nos enfants, il y a des films qui sont intéressants malgré tout et qui permettent d'avoir des échanges, etc. Très bien, merci beaucoup, Clotilde. Alors, pouvez-vous nous donner les noms des livres par écrit? Oui, j'ai mis sur le chat, vous pouvez aller voir sur le chat. Donc, ça s'appelle Libre pour aimer en vérité, c'est du père Gaspard Kraplé aux éditions Artege. Ça, c'est vraiment pour les grands ados, hein, à partir du lycée et après. Et pareil pour celui de Tanguy là, qui vient de sortir et de Jean-Baptiste Maillard. Il est très bien documenté et pour des parents d'enfants plus jeunes, pour les parents, il est bien. Je trouve, il y a beaucoup d'explications. Je signale aussi un livre à propos de protéger son enfant des violences sexuelles de Johanna Smith. C'est un livre que je l'ai rencontré, cette fille-là, elle est psychologue, elle fait un travail formidable et son livre, il y a plein de choses à prendre dedans. Ça donne des bons repères aussi. Alors, est-ce que vous pouvez redonner le titre, Clotilde? Donc, c'est Johanna Smith, S-M-I-T-H, protéger son enfant des violences sexuelles. Très intéressant. Et on dit aussi combien une éducation affective positive, ça protège nos enfants. Il y a également les éditions MAM font des livres d'éducation affective, relationnelle et sexuelle pour différentes tranches d'âge. Et là, je pense qu'on est complètement en raccord sur la ligne. Il y a Margot et les mystères de l'amour, Greg et l'aventure de la vie. Ça, c'est des bons livres pour les 10-14 ans. Oui. Devenir femme de Claire de Saint-Lagier. Oui, tout à fait. Voilà, il y a des choses, il y a pas mal de choses hein, quand même. Oui. Moi, je pense que aux éditions MAM, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a vraiment différentes tranches d'âge. Je suis d'accord. Le père Gaspard Kraplé, en effet. Jean-Baptiste Maillard. Margot et Greg, c'est Artege Sénévé. Oui. Donc c'est plutôt les 10-14, c'est plutôt collégien. Ouais, Artege, on recommande également. Et donc, pour les sessions, père-fils, mère-fille, etc., vous avez donc le cycle chaud. Donc, cycle chaud pour les filles, XY pour les garçons. Vous avez Teen Star. Toutes ces initiatives ont des sites internet. Vous avez donc aussi Grandir et aimer aux AFC. Normalement, vous avez tout ça. Mais je me demande si je ne vais pas faire un petit, un petit mail récapitulatif à tous les inscrits avec ça. Je vous enverrai le PDF aussi de la revue des parents. Il y a des livres très intéressants aussi de Inès Pellissier du Rosas qui s'adresse aux parents. S'il te plaît, maman, parle-moi d'amour, ou papa, s'il te plaît, c'est beau l'amour. Et ça, moi, je trouve quand on est jeune parent, ça permet, voilà, de prendre confiance en soi si on n'est pas à l'aise sur les sujets, elle dit bien les mots qu'on peut utiliser, ce qu'on peut dire à tel âge, etc. Parfait, très bien. Et j'avais une toute dernière question. C'est une question pour rebondir sur les amourettes des enfants en primaire. Et donc là, on a une participante qui me dit c'est souvent pour jouer plutôt au papa ou à la maman, oui, bah alors se donner là, la main, se faire un bisou, etc.
Mais voilà, quelles sont les limites à poser, les interdits, voilà. À quel moment, en fait, c'est plus vraiment je joue gentiment au papa et à la maman. Oui, on est d'accord. Bon, je pense que là, il y a du bon sens à avoir. Hein. Se donner la main, c'est pas un problème. S'embrasser sur la bouche, c'est pas adapté. C'est un geste qu'on réserve en vrai pour quand on sera amoureux. Voilà. Mais après, il n'y a pas à dramatiser, mais ce n'est pas encouragé. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Comme réponse, oui, je pense qu'un petit peu de bon sens dans s'il y a des jeux qui sont plus, qui vous mettent vraiment mal à l'aise de l'enfant, hein, là, par contre, il faut demander à l'enfant, mais pourquoi tu as eu cette idée-là? Est-ce que tu as vu quelqu'un faire quelque chose comme ça? Ou, hein? Les bisous, non. Hein, mais... Ok, très bien. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour des questions et des demandes de référence. Alors, on me dit aussi qu'il y a un podcast de Johanna Smith. Je vais essayer de vous trouver ça pour vous le mettre également dans le petit mail récapitulatif. Un grand merci Clotilde pour vos infos. Merci beaucoup, merci à tous pour votre participation. Voilà, s'il y a il y a peut-être des questions qui viennent ou des questions plus particulièrement sur ce sujet-là dans le cadre du scoutisme, sachez que vous avez aussi la commission Saint-Nicolas qui est là pour vous, qui est là pour former les chefs et cheftaines, mais qui est là pour vos enfants et pour vous parents. Donc vous pouvez la joindre sans aucun problème. Je vous trouve juste tout de suite le mail de la commission Saint-Nicolas. Si besoin, commission-du6 saint-nicolas @scout avec un s europe.org. Je le mets dans le chat. Voilà, ça peut aussi être utile. Mille merci Clotilde. Avec joie. Une très bonne soirée. À bientôt pour une autre conférence du RASO. Et puis, je souhaite à tous et à toutes les guides des scouts, les louveteaux, les louvettes, les routiers, les guides aînés, etc., un bon camp. À vous, cheftaines, qui êtes là pour les enfants, pour les faire grandir. Un grand merci. J'espère que cette conférence a été utile pour vous. Et puis, voilà, merci aussi aux parents de confier leurs enfants à ces chefs qui se donnent énormément. Merci d'être tous ensemble une belle communauté éducative pour le bonheur de nos enfants. Merci beaucoup Clotilde. Merci d'être venue. À bientôt. Très bonne soirée à tous. Merci.